dans le trio économique qui se transforme en quatuor à l'occasion. Aujourd'hui, on vous présente quelqu'un qu'on apprécie quand même beaucoup, Germinal Gévan. Vous le connaissez probablement pas, puis c'est ça qu'on trouvait intéressant dans le podcast, de vous faire découvrir cette personne-là. Même moi, j'étais surpris parce que j'avais lu un de ses livres en anglais. Et je n'avais pas réalisé que Germinal est un francophone avant quelques temps. Je pense en survolant un peu ces trucs sur les réseaux sociaux, je me suis rendu compte qu'il était originaire de la Côte d'Ivoire. J'ai dit, oh, attends un peu, ce gars-là parle français. J'ai dit, on pourrait peut-être l'avoir dans notre podcast. Je lui ai envoyé une invitation pendant le temps des fêtes et il a accepté vraiment immédiatement. J'ai vraiment trouvé ça le fun, la vitesse de réponse que tu as eue de ton côté. Germinal, la première chose qu'on voudrait faire avec nos auditeurs, c'est qu'ils apprennent un peu à te connaître, qu'ils suivent un peu ton parcours. Fait qu'on va te laisser parler un peu d'où est-ce que tu viens. Tu nous avais été chaudement recommandé pour la lecture, justement, par Vincent Geloso à l'époque, qui avait lu 2 de tes livres. Moi, j'en ai lu un qui m'a intéressé, mais tu es un auteur qui a quand même plusieurs livres à son actif de ton bord. Là. Oui, tout d'abord, merci à vous de m'inviter sur votre plateforme. C'est vraiment un honneur. Pour parler un peu de moi, je suis né, j'ai grandi en Côte d'Ivoire, à Abidjan. J'ai fait l'école primaire là-bas. Ensuite, j'ai fait le collège à Nairobi, au Kenya. C'est là où j'ai appris l'anglais un peu. OK. C'était difficile au départ. J'étais pas bon élève du tout. Hein. Et ensuite, je suis retourné avec ma sœur, on est retourné à Abidjan. Et j'ai fait le lycée là-bas, j'ai obtenu mon bac. J'ai fait un bac. D'abord, j'avais fait un bac scientifique. OK. En Côte d'Ivoire, on utilise l'ancien système français où on parle de série A, série C, série D. J'avais fait une série D en physique, mathématiques et biologie. Et ça n'avait pas marché. J'avais lamentablement échoué. Donc, j'ai changé. J'ai fait une série littéraire avec option mathématiques. Donc, j'ai toujours aimé les maths. Donc, j'ai fait cette option-là et j'ai eu une mention assez bien au bac. Et je suis venu directement à Washington, D.C. Mon père m'a déposé. Il a dit, bon, écoute, tu es seul maintenant, démerde-toi. OK, d'accord. Et T'avais donc, quel âge à peu près à ce moment-là? j'avais 20 ans. J'avais 20 OK. ans. Normalement, je devais commencer l'université à 18 ans, mais j'ai redoublé 2 classes. J'ai redoublé la 4e et la terminale. Donc, ce qui fait que j'ai eu du retard, mais je suis venu. Et en plus de ça, quand je suis arrivé, j'ai dû faire un cours intensif d'anglais pendant 1 an. OK. Et lorsque l'année s'est terminée, j'ai engagé immédiatement mes cours académiques durant l'été, puisque chaque été, je restais sur le campus, puisque je savais que les frais de scolarité augmentaient à chaque fois. Donc, je disais, bon, allez, je vais rentrer au pays, faire quoi? Autant rester, maximiser sur mes cours, comme ça, je gradue en 3 ans au lieu de 4 ans. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai étudié les sciences politiques. J'ai eu 2 minors en philosophie et littérature française. Je n'ai jamais pris un cours d'économie de ma vie. Jamais. OK. Je Je n'ai savais pas ça. ensuite j'ai fait le graduate studies à George Washington. J'ai étudié political management là-bas. Donc, ce diplôme-là, c'est plus un diplôme pratique dans le sens où c'est un programme qui a été créé pour les professionnels de la politique, c'est-à-dire ceux qui veulent être chef de cabinet d'un OK. conseiller politique, chef de cabinet d'un politicien, les trucs comme ça. Voilà. Donc, c'est le genre de carrière que tu envisageais à ce moment-là, de À ce peut-être travailler à moment-là, Washington. voilà, à ce moment-là, j'étais vraiment entré dans la politique. Puisqu'au départ même, j'étais venu parce que moi, dans ma tête, je voulais faire de la politique, devenir président de mon pays. C'était ça, à 18 ans, c'était ça mon but. Mais les réalités changent, tu t'adaptes aux conditions dans lesquelles tu vis. Et ensuite, mon ambition politique avait commencé à changer où je voulais maintenant faire de la politique aux États-Unis parce que je sentais plus que j'étais ancré dans la culture américaine. Ma mentalité est plus accommodée à la mentalité nord-américaine que la mentalité africaine. Donc, je me disais que j'allais faire de la politique ici. Et ensuite, quand j'ai commencé à lire les livres de Thomas Sowell et de Milton Friedman, bon, allez, c'est la révélation.
Là, je dis, bon, la politique, c'est plus la peine. J'ai commencé à comprendre certains trucs. J'ai toujours Hmm. été, j'ai toujours supporté l'économie de marché, mais je n'avais pas une compréhension profonde, au fait, des mécanismes et des concepts. Et donc, c'est ce qui a même fait que je suis devenu libertaire, au fait. C'est-à-dire, quand j'ai commencé à écrire, j'ai réalisé que les libertaires, le libertarisme, même si je peux dire, c'est la philosophie politique qui a le plus d'inclinaison économique. Quand vous discutez avec un libertaire, les libertaires connaissent l'économie. Les démocrates et républicains, bon, les démocrates ils disent oui, on a besoin de gouvernement pour aider les pauvres, etc. Le républicain il va te dire bon, on doit limiter le gouvernement pour réduire nos impôts. Ça s'arrête là. Alors que les libertaires, ils vont plus entrer dans les profondeurs de l'économie de marché. Ils vont t'expliquer pourquoi, par exemple, le socialisme ne fonctionne pas. Ludwig von Mises qui parle de la formation des prix et que la planification centrale, malheureusement, ne permet pas la formation des prix, etc. Donc, bon, vous voyez un peu tout le cheminement derrière. Et donc, voilà, c'est comme ça que j'avais commencé à écrire. D'abord, mon premier livre, c'était sur la culture politique américaine vue de l'extérieur, vue d'un étranger. Et j'ai trouvé fascinant la culture politique américaine, comment les Américains sont attachés à la Constitution et pourquoi cet attachement à la Constitution par rapport aux Européens. Et j'ai compris que les Européens, eux, pour la Constitution, ce n'est qu'un bout de papier. Mais et ce n'est pas sacré parce que les nations européennes sont des nations homogènes. Alors qu'aux États-Unis, c'est une nation hétérogène. On vient tous de partout et avec nos cultures, nos coutumes. Et donc, la seule façon de pouvoir coexister, c'est de trouver un terrain d'entente. Et ce terrain d'entente, c'est la Constitution. C'est pour ça que on adore, on glorifie un peu la Constitution comme ce document sacré qui permet de tenir la nation entre deux mains, si je peux dire ça comme ça. Donc, j'avais écrit ce livre pour expliquer justement aux étrangers comment les Américains fonctionnent et pourquoi ils ont ce mode de fonctionnement. Et Donc, à ce ensuite, moment-là, quand tu écris ce livre-là, tu penses à quelqu'un de la Côte d'Ivoire, probablement à un Européen qui a un regard un peu détaché des États-Unis, puis voilà, tu leur dis, j'ai le même regard que vous, mais je le vis de l'intérieur, donc voici comment moi je perçois les choses du côté voilà. américain, qui est un clash parce que l'anti-américanisme, c'est quelque chose qu'on vit au Québec, nous autres, par exemple. C'est quelque chose que même les Canadiens vont Non, pas avoir. vrai. Les Canadiens vont avoir aussi, même s'ils parlent la même langue, même si c'est deux pays côte à côte, même si les relations commerciales sont très grandes entre les deux pays, Mhm. on sent qu'il y a un certain anti-américanisme dans l'élite académique, notamment dans l'élite médiatique aussi. Je Mhm. me doute que c'est sensiblement pareil en Europe, peut-être même en Afrique, tu pourras nous en parler un peu plus. Mhm. Mais pour une personne comme toi qui arrive aux États-Unis, qui voit l'attachement à la Constitution, ça vient de chercher à l'intérieur, de sentir le besoin d'expliquer aux autres, veut pas que, attendez, là, cet anti-américanisme-là, il y a peut-être une mauvaise compréhension de ce Ben, côté-là. en Afrique, il y a une grosse culture socialiste, il faut le Oui, dire, au là, fait, dans plusieurs pays. Là, donc, je ne sais pas comme. En Côte d'Ivoire, je ne connais pas beaucoup, là, mais est-ce que c'était présent, ça aussi? En Afrique, il y a quand même une bonne culture socialiste. Là. bon, d'abord, ça, c'est une très bonne question. Non, la Côte d'Ivoire est un pays libéral, heureusement. On est l'un des pays qui prône le capitalisme. Vous pouvez même voir les données. Durant les années 70, il y a eu ce qu'on appelle le miracle ivoirien, où la Côte d'Ivoire performait plus que ses voisins en termes de PIB par habitant. Euh, je me rappelle bien, le président Houphouët-Boigny avait fait même un pari avec Kwame Nkrumah, disait que la Côte d'Ivoire allait dépasser le Ghana et effectivement, on a eu un PIB par habitant nettement supérieur au Ghana parce que bon, les Ghanéens se sont engagés dans le socialisme, on sait ce que le socialisme donne. Mais en général, oui, en Afrique, l'Afrique a une culture socialiste à cause du collectivisme de notre culture. On priorise le groupe à l'individu dans la culture africaine. On se dit que tout ce que nous faisons, c'est pour le groupe et non pour nous-mêmes. Alors que la culture européenne, on le fait pour nous afin de pouvoir aider le groupe après.
Donc, je trouve ça très intéressant. Et moi, j'ai toujours souscrit à la mentalité européenne, à la mentalité occidentale, parce que je trouve ça logique, au fait. Et la culture africaine voit les choses d'un autre œil. Je ne sais pas si je peux dire backwards, dans le sens où comme je dis, on priorise le groupe, on priorise le groupe à l'individu, mais le problème, c'est que afin que le groupe soit consolidé, il faut que les individus dans le groupe se portent bien. Mais si vous ne laissez pas les individus dans le groupe s'émanciper, ben, il n'y a pas de groupe pour commencer. Et donc, moi, je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles le continent africain tarde, mais aussi le fait que nous ne sommes pas des nations de loi. Et ça, c'est l'une des différences cruciales avec les États-Unis ici. Au moins, en théorie, aux États-Unis, on essaie de prioriser la loi sur les individus, alors qu'en Afrique, on le fait en plein jour, hein, la corruption en plein jour. Le gars qui est au pouvoir, il ne veut pas lâcher. Il dit non, c'est moi, je suis là. L'État, c'est moi. Et voilà. Louis XIV au XXIe siècle. Donc, il y a ce problème-là. Et donc, j'avais écrit ce livre et ensuite, j'ai commencé à progressivement entrer dans l'économie. Et lorsque j'ai commencé à lire les livres de l'économie autrichienne, de l'économie de l'école de Chicago, et c'est là où tout s'est vraiment déclenché. Je suis devenu un défenseur, un défenseur acharné de l'économie de marché, car ça a été prouvé. Il y a des preuves empiriques qui montrent que lorsque vous laissez les individus faire ce qu'ils savent faire, ils allouent leurs ressources de façon efficace. Parce que personne ne peut gérer tes ressources comme tu les gères. Personne. Donc, laissez les gens faire ce qu'ils aiment, pas ce qu'ils aiment, mais ce qu'ils savent faire, afin de pouvoir augmenter la productivité, l'efficacité et les ressources. Voilà, et malheureusement, on vit dans un monde maintenant où on a l'impression que sans une autorité centrale, on ne peut rien faire. Et ça m'embête profondément parce que moi, je suis convaincu qu'on n'a pas besoin, je ne suis pas un anarchiste, mais je suis convaincu qu'on n'a pas besoin d'une autorité centrale pour nous guider de comment on doit allouer nos ressources nous-mêmes. Je trouve que c'est mal placé. Ce qui semble intéressant dans ton cas, c'est que on dirait que tu n'as pas peur de te déplacer pour aller vivre tes idéaux, dans le sens que tu as commencé ta vie aux États-Unis, à Washington, avec l'idée derrière la tête de la carrière politique. Et par la suite, tu découvres l'école de Chicago et tu sembles avoir établi ta famille, tes assises à Chicago maintenant. Oui. Donc, est-ce que c'est en lien ou c'est juste une coïncidence? Non, ça, c'est plus une coïncidence. Au fait, ma femme est de Chicago et donc ses parents sont d'ici et elle est enfant unique. Et donc quand on s'est mariés, elle disait qu'elle voulait être proche de sa famille. Je dis, bon, OK. Donc, voilà, c'est comme ça que je suis retrouvé à Chicago. Voilà. Excellent. Écoute, mais je dois avouer que si, par contre, je devrais aller dans une université pour faire un doctorat et tout ça, Dr. Geloso sait que ça serait George Mason parce que George Mason, je trouve que George Mason est plus attaché, est plus engagé dans les idéaux de l'économie libre que l'école de Chicago maintenant. Je trouve que l'école de Chicago, après Milton Friedman, ce n'est plus vraiment ça. Voilà, je dis la tradition. Je m'obstinerai pas. Je vais pas m'obstiner. Voilà. Vas-y, Vincent. Non, écoute, ça me rappelle la farce de William F. Buckley. I would prefer to be governed by the first 400 people in the phone book than by the first 400 faculties of Harvard. Right. Il n'a pas tort. Donc, écoute, quand on parlait de ta bibliographie, je pense qu'on peut peut-être le mettre un peu à l'écran. Tu es rendu avec ta propre maison d'édition, oui. Carrément. Les livres s'accumulent carrément de ton côté. Là. On peut voir un peu ici là, un inventaire non exhaustif, je pense, de plusieurs bouquins qui ont été publiés. Quand même assez productif, il faut le dire.
beaucoup de bouquins publiés dans les dernières années. Le premier, tu as parlé de ton premier livre tout à l'heure. C'est sorti en quelle année, juste pour donner une idée? 2018. OK, le premier est sorti en 2018. 2018. Donc, c'est ça, là. C'est très productif en une courte période de temps, là. Oui, Mais oui, écoute, je moi, suis. Oui, allez-y, professeur. moi, je vais te poser une question là-dessus parce que quand tu dis que c'est productif, d'un, c'est pas juste productif. Je regarde juste le nombre de reviews qui ont été faits. Par exemple, Democratic Socialism on Trial, 10 reviews. Black Culture and Generational Poverty, 14. Condition of Black America, 21. Je veux dire, dans ma tête, pour chaque review, tu as peut-être 20, 30 copies de vendues avant d'avoir un commentaire. Donc, tes ventes doivent être quand même assez importantes pour avoir autant de gens qui viennent faire des commentaires. Puis ça, c'est la première question. Est-ce que ça réussit bien en termes de ça? Puis la deuxième, c'est plus un commentaire, quelque chose que j'apprécie énormément. Puis je pense que c'est quelque chose que on n'a jamais parlé ici dans le podcast parce qu'on défend beaucoup l'idée de trouver, de faire de l'entrepreneuriat des idées différemment que par les médias traditionnels. Ce que j'aime beaucoup de tes livres, c'est que ce n'est pas des livres en soi, c'est des pamphlets comme on faisait dans une autre époque. Ça n'a pas besoin d'être des trucs gigantesques, des traités de 300 pages. C'est des trucs qui se lisent bien, mais que des journaux n'auraient pas pris parce qu'il y a trop de choses qui sont touchées en même temps, mais il fait une synthèse de plusieurs choses de manière très bien. Donc, c'est une sorte de retour à ce qui était avant le pamphlet, puis j'aime énormément ça. Fait à partir de ce commentaire-là, je me demande non seulement comment ça réussit, mais c'est quoi le feedback des gens sur... Parce que moi, je pense à celui sur Jefferson. Celui sur Jefferson que tu as fait est très court, très, très facile à lire. En fait, je pense que la plupart de tes livres, je les regarde juste en termes de taille, peuvent être lus assez rapidement. Fait que comment est-ce que les gens réagissent à un format qui n'est plus nécessairement conventionnel aujourd'hui? Ben, d'abord, pour répondre à votre première question au niveau de la vente, tout dépend des sujets. Il y a des livres, par exemple, d'abord, il y a le sujet en tant que tel. Est-ce que c'est un sujet dont les gens se sentent concernés? Et ensuite, il y a le contenu qui est lié au sujet. Et je me rappelle, il y a des livres, par exemple, où j'utilise l'économétrie de façon approfondie. Et ça, c'est des livres qui n'ont pas vendu. Parce que les gens, voilà, ils ne comprennent pas les équations et tout ça. Et on en connaît beaucoup au Québec. Hein. D'ailleurs, il faut que je fasse un commentaire. Je ne l'ai pas fait encore. L'Iris. Hein? Hashtag Iris Recherche. Il faut que je le fasse. Faut que je le fasse. C'est tout. Et je me suis rendu compte que ça, peut-être, ce sont des livres qui sont mieux dans les classes, dans des scènes de classe, plutôt que pour une audience générale. Mais les livres dont vous avez mentionné, tels que la condition économique des Noirs aux États-Unis, c'est un sujet dont les gens se sentent concernés. Et donc, je savais que ce livre-là, ça allait le prendre, que ça allait être plus ou moins un succès. Ça a été effectivement un succès. Ça a vendu plusieurs copies. Et ce que les gens ont le plus aimé, c'est surtout le fait que personne n'avait vraiment pris le temps d'écrire, de faire une analyse de la condition économique des Noirs sur une certaine période. C'est-à-dire, on sait que bon, les Noirs ont été oppressés, ils n'ont pas eu accès aux opportunités, etc., etc. Mais personne n'est vraiment allé en profondeur pour expliquer pourquoi. Qu'est-ce qui a mené, quelles sont les causes qui ont mené à cette situation. Et en faisant mes recherches, je me suis rendu compte qu'au fait, quand le gouvernement n'intervenait pas, quand il n'y avait pas l'assistanat, autant, les Noirs étaient en réalité mieux, au moins sur le plan économique. Ils étaient mieux parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix que de compter sur eux-mêmes. Parce que, comment vous m'expliquez que durant une période où il y avait l'esclavage, qui était une institution légale, il y a des gens qui deviennent, il y a des Noirs qui sont millionnaires. Pourtant, je suis sûr que ces Noirs qui étaient millionnaires, leurs clients étaient des Blancs. Puisque la plupart des Noirs n'avaient pas l'argent, ils étaient induits en esclavage. Donc, qui achetait leurs produits et services? C'était des Blancs. Et cela montrait que le capitalisme ne connaît qu'une seule couleur, c'est le vert, la couleur du dollar. Ben oui, parce qu'on vit dans un milieu où il y a l'esclavage, où les Noirs sont induits en esclavage, ils sont maltraités et tout. Mais malgré ça, il y a des gars entre eux qui arrivent à devenir millionnaires. Il y a un truc.
Voilà. Moi, j'ai envie de faire un commentaire sur ça, sur ce que tu es en train de dire. Parce que si moi, moi, ma spécialité, c'est histoire économique. Et de consulter les vieux documents me fait souvent réaliser des choses. En fait, ce que tu dis ne me surprend pas, mais étrangement, je sens que moi, si je le dis, il n'y a personne qui me croit. Non, ben ça, Parce c'est que aux États-Unis, il y a vraiment, c'est particulièrement aux États-Unis, l'idée que, et je la trouve honnêtement condescendante, puis toi, puis Thomas Sowell, vous faites vraiment une belle job là-dessus, de souligner que cette espèce de condescendance, c'est que ne peuvent pas réussir par eux-mêmes. Donc, si on leur donne la même ligne de départ que tout le monde, pour une raison quelconque, ils ne seraient pas capables, et naturellement, c'est une accusation contre le capitalisme, contre l'économie de marché. Mais juste pour les auditeurs qui sont en visuel, là, je viens d'envoyer un lien d'image à Frank. Puis je pense que c'est la chose que j'aimerais que les gens se mettent en tête. Puis c'est un takeaway qui est aussi dans ton livre. Je n'ai pas lu l'autre sur Generation, l'aspect culturel, mais le graphique que j'ai, je la trouve absolument intense. Fait que celui-là, ce que ça montre, c'est le ratio du revenu des Noirs américains aux Blancs américains entre 1865, donc juste après. Okay. Juste dire, Vincent, que tu m'as envoyé 2 liens, là, un pour le Robert second. Higgs, puis l'autre, c'est... Ça devrait être une image. Okay. C'est un lien vers une image. C'est dans ce document-là? Ah, je pense. Google me donnait le lien vers l'image, mais je pense que ce qui se passe, c'est parce que moi, j'ai mon truc académique. Ah, OK, ouais, je pense que c'est ça. Ils ne réalisent pas que vous n'y avez pas accès. Fait que je vais juste trouver une alternative à ça. Là, il y en a un autre ici qui donne la même chose. Excuse-moi, c'est parce qu'il y a le gatekeeping qui se fait. Puis le graphique qui est là, je ne sais pas si là, tu es capable de l'ouvrir, là, Frank? Ouais. OK. Ce graphique-là, ce n'est pas aussi bon que l'autre parce que l'autre, il ajoute des données, mais c'est le ratio du revenu des Noirs américains en pourcentage des Blancs américains de 1870 à aujourd'hui. Moi, ce qui me sidère là-dedans, c'est que si tu regardes les 2 séries qui ont été faites historiques, le Noir américain part de 15 à 25% du revenu du Blanc américain juste après la guerre civile, puis il grimpe jusqu'à 1940. Puis je trouve ça assez fascinant parce que la période 1800, puis ça, tu sais, quand tu parles des bienfaits du libéralisme, ça, c'est en dépit du fait que l'État est absolument hostile aux États-Unis aux Noirs, qu'il y a de la ségrégation. Ah oui. Mais ça veut dire que l'entrepreneurship dans la communauté noire, la capacité d'innovation, la capacité d'accumuler de l'éducation, l'épargne, toutes ces choses-là sont capables, malgré une hostilité de l'État. Pas un État qui met la ligne d'arrivée égale pour tout le monde. Un État qui décide qu'une ligne de départ, est plus loin en arrière pour un groupe. Malgré ça, ils sont capables de courir plus vite que l'autre groupe puis de faire du rattrapage. C'est quand même assez fascinant dans la capacité des êtres humains à améliorer leur bien-être si tu leur laisses de l'espace. Parce que là, ils ont réussi, malgré le fait qu'on faisait tout pour leur faire mal. C'est quand même, j'ai jamais vu un graphique qui me témoigne plus ce que tu décris dans ton livre. C'est pour ça que j'étais content de voir ce livre-là, que quelqu'un d'autre le dise, parce que quand c'est dit, c'est toujours vu comme Puis, oui, c'est ça, exactement. Et moi, j'ai toujours compris que un homme qui est dos, il n'y a pas plus puissant qu'un homme qui est dos au mur. Parce qu'un homme qui est dos au mur, il n'a rien à perdre. Là, il est obligé d'aller que de l'avant. Tu es dos au mur, c'est fini. Tu peux pas te tourner. Donc, tu es obligé d'aller de l'avant. Et c'est ce qui s'est passé avec les Noirs. Parce que quand les Noirs ils ont aboli l'esclavage, les Noirs étaient livrés à eux-mêmes. D'abord, l'immigration européenne qui s'est faite en masse, le gouvernement donnait des terres donc aux Européens qui venaient, ceux qui avaient un peu d'argent, on leur donnait des terres. On voulait continuer de promulguer le concept du yeoman farmer, où voilà, les fermiers qui sont propriétaires de terres, etc. Et donc, les Noirs étaient livrés à eux-mêmes. Donc, ils étaient obligés donc de s'organiser afin de créer entre eux un système qui va leur permettre de survivre. Et il n'y a pas pire, mais il n'y a pas mieux que l'entrepreneuriat pour le faire. Tu n'as pas le choix. Lorsqu'il n'y a pas de structure, de programme gouvernemental pour t'aider, tu es obligé de compter que sur toi-même. Et donc, c'est ce qui a fait que les Noirs, en comptant sur l'entrepreneuriat,
ils ont réussi à non seulement augmenter leur salaire, pas leur salaire, mais leur revenu, leur standard de vie, et aussi de pouvoir accumuler la richesse. C'est ça, parce que l'accumulation de la richesse, ça se fait. Le profit, c'est l'accumulation de la richesse. C'est lorsque tu dépenses moins que tu gagnes. C'est là, c'est comme ça que le capital s'accumule. Mais maintenant, si vous voyez, quand vous regardez toutes les statistiques, on dit que les Noirs sont les plus dépensiers. Et c'est vrai. Les Noirs sont les plus dépensiers parce que il y a les programmes sociaux qui leur permettent d'avoir de l'argent pour lequel ils n'ont pas travaillé. Lorsque vous gagnez de l'argent pour lequel vous n'avez pas travaillé, c'est instinctivement, vous ne voyez pas cet argent comme un dur labeur. Donc, vous vous en foutez, vous dépensez. Mais lorsque vous travaillez pour l'argent que vous avez gagné, vous pensez 2 fois avant même de faire un achat. Parce que vous savez comment ça a été dur pour gagner cet argent. Donc, je trouve que les Noirs étaient beaucoup plus conscients de leurs conditions avant les droits civils de 1964. Les droits civils de 1964 ont changé. Il y a eu un changement majeur avec les droits civils de 1964. Ils ont donné aux Noirs le droit politique et ils ont, comment dire ça, ils ont sapé le droit économique des Noirs. Parce qu'en leur donnant le droit politique, ils ont fait croire aux Noirs que, en ayant le droit de vote, vous êtes libre. Écoutez, le droit de vote, c'est quoi? Non, mais sérieusement, le droit de vote, c'est quoi? On met dans la tête des gens que, ah oui, on doit préserver la démocratie, que le droit de vote, on est dans une société libre, le droit de vote, c'est important. Non, une société est libre lorsqu'on implémente des politiques permissives qui permettent aux individus de s'engager dans l'entrepreneuriat, dans l'économie libre. C'est ça la liberté. Ce n'est pas le transfert pacifique du pouvoir politique et la liberté. D'ailleurs, j'aime ça entendre ça parce que dans ma tête, ça a toujours été que le vote fait partie des droits fondamentaux des gens. Mais probablement, c'est le moins intéressant et le moins important de ces droits-là en termes de sécuriser la liberté des individus parce qu'au final, ton vote, si on vote ensemble sur le menu du souper, ben, je veux dire, au final, tant que Frank puis moi, on vote, Steak and Egg. Steak and Egg, ça va gagner à 2 contre 3. Moi puis Frank, on va gagner chaque fois contre Yann, qui aime ça manger de la laitue tout le temps, là, parce que Yann, c'est un mangeur de luzerne. On va toujours gagner juste comme ça, mais tu vas avoir, c'est le plus insignifiant des droits de vote. Excuse-moi, c'est le plus insignifiant des droits, alors que si on dit, ben, tout le monde est libre de manger ce qu'il veut si quelqu'un veut y vendre, ben, dans ce cas-là, tout le monde, on a l'unanimité sans uniformité. Puis ça, c'est bien plus important. Tu devrais tous les avoir, ces droits-là, mais de tous les droits, il me semble, le droit de vote, c'est comme celui qui compte le moins pour être une personne libre. Ben, surtout dans un système où tu as l'alternance entre, comment je dirais ça, tu as 2 options qui te sont présentées. Fait que tu as l'option, en fait, ton vote, c'est de déterminer quel des 2 camps vont tirer sur ta liste. Là. Exactement, c'est ça. Exactement, c'est là où j'en venais même. C'est là où j'en venais et voilà. Et donc, c'est ce qui fait que... Et ce qui est intéressant, c'est que on voit dans la communauté noire que les Noirs sont passés de la philosophie de Booker T. Washington à celle de Dubois. Et la philosophie de Dubois, justement, c'est celle qui prône, la seule façon de changer, d'améliorer nos conditions, c'est le pouvoir politique. Le pouvoir politique, et Thomas Sowell en a parlé à maintes reprises, ce n'est pas le pouvoir politique qui améliore la condition de vie des gens. Nelson Mandela a été élu président de l'Afrique du Sud. Il est sorti de prison après 27 ans. Il a pris le pouvoir politique. Et alors? Les Noirs sud-africains ne sont pas devenus plus riches que les Blancs soudainement. Non. Lorsque vous vivez dans une économie de marché, il faut comprendre que la façon de devenir riche, de s'enrichir, d'avoir le pouvoir, le muscle financier, c'est de créer des entreprises. Ouais. On crée, c'est par l'entreprise, c'est par l'entrepreneuriat qu'on accumule la richesse. Les États-Unis sont un pays qui a été créé par des corporations. Ça, déjà, ça devait cliquer dans la tête des gens. C'est pour dire qu'un pays qui est créé par des corporations, ça veut dire que c'est la façon la plus simple même de pouvoir commencer à améliorer sa vie. Messieurs, regardez vous-même.
dans un pays comme les États-Unis, ça coûte moins cher de créer une entreprise que d'aller à l'école. Ça coûte moins cher de créer une entreprise que d'acheter une maison. Aux États-Unis, ça dépend de l'État. Par exemple, si vous vivez dans l'État de l'Arizona, avec $50, vous créez votre LLC. C'est vrai. Et avec 50, une fois que vous avez créé votre LLC avec $50, il y a 3 choses que vous êtes capable de faire. Vous créez cash flow. Fais attention à une chose, Germinal. Quand tu dis des choses comme ça, il y a des étatistes qui vont dire que ça veut dire qu'on ne met pas assez de barrières sur l'entreprise. Ils ne vont pas comprendre qu'on devrait rendre les autres choses plus faciles. Ils vont dire qu'on devrait rendre celle-là plus difficile. Faites toujours attention. Nous autres, on a une peur dans notre émission que des gens nous écoutent. Puis quand on fait du sarcasme, exactement, notre ami ici, Pierre, quand on fait des commentaires sarcastiques qui sont pris au premier degré. Donc, fais attention quand tu dis des choses. On va juste clarifier pour tout le monde. On ne défend pas de rendre la formation d'entreprise plus difficile. Voilà. Non, mais vous savez, moi, j'ai trouvé ça fascinant parce qu'au départ, je ne comprenais pas, mais après, j'ai regardé, je dis, mais alors. Parce que lui qui crée son entreprise, il crée du cash flow. Il réduit ses tax liability, c'est-à-dire, voilà, puisque vous êtes chef d'entreprise, donc vous réduisez vos taxes du mieux possible. Et ensuite, vous avez des actions dans votre compagnie. Le jour où vous en avez marre de gérer votre compagnie, vous la vendez. C'est comme ça, plein de gens se sont enrichis aux États-Unis. Ce n'est pas un miracle. Avec $50, les gars créent leur entreprise, souvent même c'est les lawnmowers. Le gars, il va tondre le gazon de 10 familles, et puis voilà, pouf. Aussi simple que ça. Et les gens, et c'est pour ça que les gens, quand les gens ici, ils se plaignent, je comprends qu'ils peuvent se plaindre, mais on vit dans un système où, si vous voulez renverser la tendance, il y a des cheminements, il y a des mécanismes à suivre. Et le mécanisme à suivre dans un pays comme les États-Unis, qui est un pays capitaliste, c'est d'utiliser de créer une entreprise, parce que l'entreprise, au fait, on peut l'utiliser en réalité comme bouclier pour beaucoup de choses. Et c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Et ils pensent que c'est en protestant, oui, on va dehors, on proteste. C'est drôle. Écoute, il y a une chose que tu as dit, puis je veux vraiment sauter là-dessus parce que c'est un point tellement important ce que tu as dit, puis je veux faire le commentaire parce que les auditeurs ne vont pas apprécier ça. Parce que le point que tu as fait est basé sur un truc, puis je le sais que tu sais la référence, je sais que c'est du Sowell, mais les gens ne savent pas à quel point c'est un truc important. Tu as dit, avant que je fasse ma joke, tantôt à propos des étatistes, tu as dit la phrase il y a des groupes qui réussissent à faire de l'implication politique et après. Mais dans un des livres de Sowell, puis j'ai envoyé à Frank un de ces livres-là, puis il peut le mettre à l'écran, c'est Ethnic America. Ce qui montre, c'est les groupes qui ont eu des progrès socio-économiques aux États-Unis, des groupes ethniques. C'était tous des groupes qui étaient souvent, par exemple, les Japonais, les Chinois, qui étaient par la loi marginalisés. Surtout, par exemple, si tu connais l'histoire de la Californie, par exemple, la Californie, c'est l'État raciste, anti-chinois. Puis eux autres, c'était chinois, c'était tout le monde, vietnamien, mongol, coréen, japonais, tout le monde était chinois pour eux. Et ils étaient vraiment hostiles, mais pourtant, tu vois le progrès des Japonais américains, des Chinois, des Sino-américains, tu vois un progrès incroyable malgré une diversité, malgré une hostilité institutionnelle. Et ils ne font pas de politique. En fait, ils n'ont pas le droit parce que si tu as immigré aux États-Unis et que tu n'étais pas blanc, la Constitution disait initialement qu'il pour devenir citoyen, il fallait que tu sois soit né aux États-Unis ou que tu sois naturalisé et blanc. Donc, les Chinois qui étaient arrivés là, ils ne votaient pas, fait qu'il n'y avait pas de tradition politique. La seule voie d'émancipation personnelle, de créer des libertés pratico-pratiques, c'était de devenir plus riche. Et tu le vois dans ces communautés-là. En contrepartie, Sowell montre des communautés qui étaient plus politiquement actives. Par exemple, les Irlandais au 19e siècle, et que eux, leur progrès socio-économique relativement au reste de la société est massivement différent. Tu peux le voir même aujourd'hui encore dans la communauté noire. Dans la communauté noire, les Noirs américains traitent très différemment les Noirs des Barbades, les Noirs du Nigeria. Donc, les Noirs qui ont immigré aux États-Unis de d'autres pays sont traités très différemment par la communauté et ils ont aussi moins d'accent, surtout ceux, par exemple, de la Barbade, c'est encore pire. Ils sont vraiment exclus du groupe, sont vus comme étant très différents. Mais eux, quand tu regardes leur revenu médian, si tu es un Noir qui est né dans les Caraïbes ou en Afrique, ton revenu médian est plus élevé que le revenu médian des Blancs nés aux États-Unis.
C'est-à-dire Ah que ouais. l'idée. Oui, ça, c'est quelque chose qui n'est Ouais. jamais souligné. Puis c'est Sowell qui a commencé à en parler. Puis ça a commencé à être apprécié quand lui a souligné que c'est pas vrai. Les Noirs, c'est pas juste un groupe homogène. Ceux Ben qui non. veulent que ça soit homogène, c'est ceux qui veulent politiser toutes les relations. Alors que quand tu les regardes, quand ils viennent d'un autre milieu où est-ce qu'il y a moins de culture politique et que ce qui est mis de l'accent, c'est ben, tu as la même capacité que tout le monde de te prendre en charge, ben, tu vois qu'ils performent aussi bien, sinon mieux, que les autres groupes. Mhm. Ça, c'est quelque chose que les gens. Germinal le dit comme si c'était une évidence, c'est pour ça que je veux le souligner. Il le dit comme si c'était une évidence. Ici, c'était une évidence parce Ben, que pour toi, ça l'est, parce que tu as travaillé là-dessus. Mais les gens ne le savent pas que c'est une Ouais. évidence, que c'est un fait super bien documenté. Là. Puis je vais Mais je trouver pense un que- graphe pour. Je pense que Vincent et Germinal, je me souviens pas si c'est dans Economic Fact and Fallacies, là, mais c'est Sowell en parle aussi de ça dans un livre quand il dit, dans le fond, on fait souvent l'erreur de raisonnement d'assimiler des disparités statistiques avec des inégalités. Et il dit, par exemple, en fait, souvent, parce que souvent, on fait ça, par exemple, avec les relations hommes-femmes. On va dire, ben, c'est la preuve qu'il y a des inégalités entre les genres parce que, mettons, les hommes sont surreprésentés dans certains domaines par rapport aux femmes. Puis lui, il prend l'exemple, justement, de certaines communautés aux États-Unis, puis il dit, ben, en fait, tu as des communautés, des gens d'origine ethnique qui sont surreprésentés dans des domaines, alors qu'au départ, en fait, même, ils étaient désavantagés par rapport aux autres pour des raisons juridiques ou légales. Et donc, c'est pas parce que tu vois une disparité avantageuse en apparence pour un groupe qu'en fait, ils ont été favorisés. Même des fois, c'est l'inverse. Certains groupes, par exemple, qui étaient. Les Japonais. C'était plus difficile pour eux d'atteindre, par exemple, l'université pour toutes sortes de raisons, mais on les voyait surreprésentés dans certains domaines ou dans. Et si vous voyez même. Si vous voyez même le cas, moi j'adore étudier le cas des Juifs parce qu'on se dit, mais pourquoi les Juifs sont aussi riches? Mais une fois de plus, la richesse, ça ne tombe pas du ciel. La richesse, ça se crée. Vous savez, tu dis les Juifs, je vais ajouter un autre truc. Les Juifs, dans les vieux documents, quand les premiers tests de QI étaient faits, le groupe, parce qu'il y avait une grosse commission qui avait été faite dans les années 10 sur l'immigration aux États-Unis. Une des peurs, c'était que les Juifs avaient supposément un QI très, très bas et qu'ils allaient abrutir la population américaine si on les laissait venir. C'était vraiment dans des documents du Congrès là, que c'était là. Puis je veux juste souligner que de la perspective d'aujourd'hui, étant donné le nombre de prix Nobel per capita en Israël, tu devrais peut-être réaliser que c'est une hostie de niaiserie, ça, puis que l'espèce de les faits que les gens appellent raciales sont souvent complètement de la bullshit politique que les gens inventent pour faire de l'antagonisation entre groupes, alors qu'en réalité, ton seul critère, ça devrait être les individus. Frank, je viens de t'envoyer en passant le graphe pour les auditeurs. Là. Mais là, Vincent, il faut que je te reprenne. Là. Je le laisse y aller, mais c'est toutes des choses qu'il dit. Je veux tellement que les gens le sachent, là, tout ce qu'il dit, parce qu'il dit avec certitude, puis c'est tellement important. Ça me fait fâcher que je suis comme, mais oui, mais c'est... Les gens ne savent pas à quel point les Ghanéens ont ils ont justement le revenu le plus élevé. Il y a les Ghanéens, les Guyanais, les Égyptiens, ensuite les Nigériens. Tantôt, tu nous disais que le Ghana a viré un peu socialiste de son côté en Afrique. Oui. Sauf que les gens qui arrivent du Ghana aux États-Unis performent mieux qu'ailleurs. Oui. C'est parce qu'ils ont compris. C'est parce que justement au Ghana, ils n'avaient pas les opportunités qu'ils ont aux États-Unis. Aussi simple que ça. Effectivement. Hein? Aussi simple que ça. C'est ça. Et pour revenir sur le point des Juifs, mais comme je disais, les gens disent « Ah, mais les Juifs, ils sont naturellement intelligents. » C'est pas une question de naturellement intelligent. Le truc, c'est que quoi? Les Juifs, s'il y a un peuple qui a été peut-être le plus marginalisé au monde, sur des siècles, ce sont les Juifs. Et les Juifs, par exemple, on n'a jamais vu les Juifs dans l'agriculture, pas parce qu'ils ne veulent pas, parce qu'on ne leur permettait pas. Il y avait des lois qui disaient que vous n'avez pas le droit de cultiver la terre. C'était au temps de Malthus où on disait que l'agriculture était justement le secteur économique le plus productif, voilà, où la richesse d'un pays était déterminée par sa production de nourriture. Les Juifs n'avaient pas le droit de cultiver la terre. Mais les Juifs, comme ce sont aussi des gens qui ne sont pas défaitistes, ce sont des gens qui ne sont pas des victimes, ils disent, vous savez quoi? Ben, on vous emmerde, excusez-moi pour mon langage, mais on va s'organiser. On vous emmerde, on va s'organiser. On va s'organiser pour créer nous-mêmes nos propres structures. Et c'est pour ça que les Juifs se sont justement lancés dans les économies, pas dans les économies, mais dans le secteur du service.
Et même, ils sont rentrés dans les banques, pas parce que c'était les meilleurs, mais c'était parce que autant les banquiers étaient vus comme des jeunes, pas des sous-hommes, mais un métier qui n'était pas décent. OK. Et donc, vous voyez qu'on avait littéralement rabaissé les Juifs, mais au pire niveau. Et malgré ça, ils ont toujours réussi, où qu'ils se trouvent, à pouvoir sortir la tête de l'eau. Mais c'est aussi parce que les Juifs, ils s'engagent toujours dans les activités intellectuelles. Les Juifs, dès le plus bas âge, une famille juive, elle apprend à leurs enfants à lire la Torah, qui est un document intellectuellement difficile à lire. Ça demande un certain niveau de concentration. Et ils n'hésitent jamais de parler des problèmes d'argent à leurs enfants. Ça, c'est important, ça. Voilà, parce que la plupart, hein, qu'on soit blanc ou noir, les parents n'aiment pas parler d'argent devant leurs enfants. Alors que c'est important qu'ils sachent. Comme ça, ils comprennent déjà qu'est-ce qui ne va pas et comment on peut y remédier. Et c'est ce qui fait la force des Juifs. C'est ce qui fait que c'est pour ça que les Juifs sont une communauté financièrement puissante et intellectuellement avancée. Voilà, mais les gens de gauche, ils présentent toujours les faits comme une sorte de déterminisme, du genre, si les choses arrivent, voilà, c'est du don de la nature. Non, ce n'est pas du don de la nature. C'est parce que l'être humain adopte des comportements précis, surtout des comportements productifs, qui donnent les résultats que nous voyons. Aussi simple que ça. Comme on dit en anglais, ce n'est pas rocket science. Donc, voilà, et, la gauche essaie tout le temps de compliquer ce qui n'est pas compliqué. Tout le temps. Et lorsque vous discutez, lorsque vous vous dites non, c'est pas comme ça, ils essaient toujours de dire que c'est vous le problème. Vous êtes contre l'égalité, vous êtes contre la démocratie, vous êtes contre ceci, vous êtes contre cela. Tout ça parce que la gauche croit en ce qu'on appelle la mentalité du groupe, la pensée du groupe. C'est groupthink afin d'éteindre toute pensée rationnelle, toute pensée logique, toute pensée critique. Et ça, c'est un problème. Ben avec l'exemple, excuse de te couper, Yann, ça ne sera pas long le commentaire, mais avec l'exemple que tu as donné des gens du Ghana aux États-Unis versus ce qu'ils font dans leur propre pays, on voit qu'il n'y a pas de logique de groupe qui serait de l'ordre de je ne sais pas moi, de l'ethnie ou je ne sais pas trop comment on pourrait appeler ça, de la race. Culturel, à la limite. Culturel, parce que moi, si on m'avait posé la question, parce que je ramène à ce graphique-là, si on m'avait posé la question, est-ce que tu penses que les gens d'origine marocaine font presque 20 000 $ de moins par année lorsqu'ils émigrent aux États-Unis que les gens du Ghana, j'aurais jamais répondu oui. Là. Pourtant, c'est ce que le graphique... J'aurais pensé intuitivement... C'est ce que le recensement dit. Hein? C'est ce que le recensement dit. J'aurais pensé intuitivement peut-être que le Maroc aurait été... les gens issus du Maroc auraient été peut-être plus riches, ou en tout cas comparables, mais pas des différences à ce point-là. Et cette pensée est totalement logique parce que le Maroc a un PIB qui est supérieur à celui du Ghana. Donc, c'est normal de penser que ça aurait été le cas aussi aux États-Unis. Mais vous voyez que les États-Unis, c'est une grande cour de récréation où chacun essaie de jouer au jeu de Monopoly du mieux qu'il peut pour améliorer sa condition. Mais les gens qui émigrent, justement, arrivent avec un certain background. On dit souvent, par exemple, qu'est-ce qui a fait que la Floride a sorti un peu plus rapidement que les autres États, par exemple, aux États-Unis, de l'autoritarisme. On identifie assez rapidement la communauté cubaine qui est très présente aux États-Unis, par exemple, pour dire que ça allait favoriser ça, parce que les Cubains étaient inconfortables de voir ces tendances autoritaires-là apparaître dans leur pays d'accueil, si on veut. Ils se rappelaient c'était quoi du temps de Cuba. Donc, cette pression-là est venue plus rapidement dans cet État-là qui a une forte présence cubaine. Donc, oui, les gens arrivent avec leur bagage dans un pays d'accueil, mais justement, des fois, il y a une raison pourquoi ils ont quitté le pays, puis ils s'en rappellent de cette raison-là. Voilà, et surtout, je voulais ajouter que nous, les immigrés, nous venons avec une mentalité de fer, une mentalité très, très précise, parce que moi, je me rappelle très bien, quand je suis arrivé, mon père, il m'avait dit, je ne vais jamais oublier ceci, hein, on avait eu on avait 10 minutes de conversation, mais c'était peut-être la conversation la plus intense que j'ai eue avec lui. Il m'avait dit ceci, il m'a dit, ne traîne jamais, au plus grand jamais, avec les Noirs américains. Il me l'a dit cash. Il a dit, si tu traînes avec ces gens-là, tu finiras en prison.
Ils vont te mettre dans des trucs où tu vas te faire arrêter par la police et tu iras en prison. Et ils vont te déporter. Et tout l'argent qu'on aurait dépensé dans tes études, c'est parti, c'est parti à l'eau. Je ne vais jamais oublier ça. Et donc, et quand je lui avais demandé pourquoi il a dit que les Africains, les Noirs américains, ce n'est pas la même chose. Il disait, les Noirs américains, eux, c'est leur pays, ils prennent tout pour acquis. Ils pensent que c'est garanti. Alors que nous venons ici avec un visa. Donc, ça veut dire que notre temps est limité. Et donc, quand tu sais que tu viens dans une terre où ton temps est limité, ben, tu es obligé de maximiser du mieux que tu peux. De sauter sur toutes les opportunités que tu peux afin de maximiser. Mais tu vois, et donc, c'est ce qui fait que nous, par exemple, les Africains, nous avons du mal souvent à tolérer pourquoi les Noirs américains n'arrivent pas. On se dit, mais les gars, c'est votre pays. Vous avez accès à tous ces programmes, à toutes ces ressources-là. On vient dans votre pays et on gagne plus que vous. Mais tu vois, ça, là, ça me rappelle, parce qu'il y a un truc qu'on parle souvent ici, c'est l'idée de Trevor Burrus, de la Statrix. L'idée que une des choses perverses de l'État, c'est la destruction de l'imagination des gens et la capacité de s'imaginer des alternatives. Quand tu vois le contraste, souvent, ça te donne un maudit kick dans le cul de savoir c'est quoi l'alternative. Mais l'autre chose que je vois de Statrix, c'est à quel point, si on posait la question à des gens, parce que j'ai plusieurs collègues qui sont noirs, puis cette conversation-là, c'est pas la première fois que je l'ai, mais à chaque fois quand je parle avec des gens qui ne sont pas familiers avec ça, tu dis un noir américain, ils vont penser quelqu'un qui est un descendant des esclaves par définition. Il va penser automatiquement ça, quelqu'un ses parents étaient venus ici de force en 1810, mettons, avant l'abolition du commerce. Puis, ils vont jamais penser que il faut que ce soit un groupe. C'est un seul groupe et tout le groupe est pareil et uniforme. Il n'y a pas d'individus. Ils sont même pas capables de penser à... Il y a peut-être des sous-groupes dans le groupe, puis peut-être que ce qui compte... Puis ils sont même pas capables de penser à l'idée qu'il existe différents groupes dans un plus gros groupe. Imagine-toi à quel point c'est sidérant le fait qu'il n'y a personne qui considère... Puis j'ai toujours cette conversation-là. Il n'y a personne qui parle d'individus à part quelques personnes comme Sowell qui en parlent constamment, puis Jason Riley, puis quelques autres, puis Walter Williams, qui était mon collègue ici à Mason avant qu'il meure. Il n'y a personne d'autre qui en parlait. Il n'y a personne qui disait le mot individu. Puis c'est vraiment triste comment ça crée une culture qui... puis je pense que j'essaie de faire un segue pour que tu parles de ton autre livre sur la condition des Afro-Américains, sur le generational culture. Parce que c'était vraiment sidérant à quel point l'absence de discussion depuis les années 60 de l'individu comme individu, d'aller vers le discours plus étatiste de c'est quoi le progrès, au lieu de la version, parce que tu as mentionné Howard tantôt, qui était vraiment un personnage coloré, soit dit en passant. Je pense que c'est le fun de le mentionner. T.R.M. Howard, c'était un physicien, je pense qu'il était médecin. Puis il disait que la seule manière que les Noirs américains pouvaient s'émanciper, c'était de faire d'entrepreneuriat, de faire de la business. Puis c'était aussi un Noir américain qui disait qu'une des meilleures choses que les Noirs pouvaient avoir, c'était des guns pour se défendre contre la violence de l'État. J'étais là comme « Wow, I like this guy! » Mais tu sais, un personnage vraiment unique, là, vraiment incroyable. Puis je me demande à quel point tu penses que l'État a créé une culture qui mène un peu à une absence ou une réduction de l'espoir des gens ou de la capacité de s'imaginer que la mobilité ascendante est possible, puis de sentir qu'ils sont dans un piège, puis par définition, ils n'ont aucun contrôle sur leur environnement, qui crée une sorte de défaitisme parce qu'on leur a dit ça, puis puis après ça, on ajoute des politiques qui empirent la chose. À quel point tu penses que c'est le résultat de ça? Ben, ça a commencé lorsqu'ils ont implémenté justement les droits civiques de 1964. Et ce qu'il faut comprendre avec le raisonnement de l'État, c'est que l'État voit les groupes comme des organismes indépendants des individus. Il ne voit pas, alors qu'un groupe, c'est tout simplement une assemblée d'individus. Et donc, l'État détache, ça c'est la vision marxiste, l'État détache le groupe
comme si c'était un organisme à part entière qui a sa propre philosophie des choses, qui a sa propre pensée, qui est complètement détachée de celle des personnes qui constituent le groupe en soi. Et donc, c'est pour ça que l'État, justement, voit les Noirs comme, voilà, c'est un seul bloc, peu importe, on s'en tape de ceux qui sont à l'intérieur, alors que tous les Noirs ne pensent pas comme ça. Tous les Noirs ne pensent pas comme ça. Mais ils ont dit que, ils se sont dit que tous les Noirs sont pareils. Si on leur donne le pouvoir politique et les droits politiques, alors on va leur faire croire qu'ils sont libres. Et comme vous voyez justement les groupes, quand vous voyez tous les groupes minoritaires aux États-Unis, ceux qui ont le pouvoir politique, ce sont les Noirs. Et pourtant, les villes les plus dangereuses aux États-Unis, ce sont les villes où il y a le plus de Noirs. Les maires, pourtant, sont des Noirs dans ces villes-là. Le maire, il gagne plus que tout le monde dans ces villes-là. Et donc, en créant l'assistanat, l'État a commencé à subventionner en réalité la communauté noire. Parce que vous payez, par exemple, une fille pour avoir des enfants d'hommes différents. Et donc, ça brise la famille nucléaire. On sait tout ça. Et donc, ce qui fait et c'est là maintenant que ça crée le cycle de la pauvreté générationnelle. Parce que lorsque vous payez les gens pour qu'ils restent à la maison et s'engager dans une culture de débauche, ben vous ne pouvez pas vous attendre à créer une société où les gens seront productifs. Pour eux-mêmes, la productivité devient un problème. Et en plus de ça, afin de pouvoir contrôler le mental des individus, l'État, peut-être pas l'État central, pas le gouvernement central américain, mais l'État au niveau des États, au niveau local, a commencé à pousser pour cette narration du critical race theory. Et ça, c'est la chose la plus destructive parce que littéralement, vous dites aux gens que son destin est scellé. À cause de sa couleur de peau, il ne peut rien faire. Alors que c'est faux. Moi, je suis ici aux États-Unis, ça fait 14 ans, ça va faire 14 ans que je suis ici. Il n'y a pas un pays où je me sens le plus libre au monde. Moi, je ne souscris pas à leur truc de ma mentalité est condamnée. Non, pas du tout. Moi, je ne me sens pas condamné. Moi, là, ce qui est drôle, c'est que la plupart des gens qui achètent mes livres, ce sont tous des blancs. Ce n'est même pas des noirs. Parce que si c'était des noirs, il y aurait plein de commentaires négatifs sur les livres que j'ai écrits. C'est là, bon. En fait, j'ajouterais, je vais te poser une autre question sur ça. Est-ce que, parce que la manière dont c'est présenté, c'est souvent présenté comme la situation actuelle est une fatalité. Mais disons, demain matin, là, on faisait, il y avait une grosse déréglementation, qu'on facilitait l'entrepreneuriat aux États-Unis, qu'on enlevait toutes les barrières au premier travail. Est-ce que puis ajoutons à ça, c'est pas anodin ce que je veux dire, de ramener d'amener des bons d'éducation, c'est-à-dire que les gens peuvent mettre toutes les écoles publiques en compétition parce qu'il y a les vouchers. Une chose que les gens de gauche oublient, c'est que la constituante des États-Unis qui est la plus pro-voucher aux États-Unis, qui aime le plus l'idée des bons d'éducation, c'est les Noirs américains parce qu'ils veulent échapper leur école de district monopolisée par l'État. Oui. Qui est absolument atroce. À quel point, disons, ces deux réformes-là, puis aucune réforme de l'assistanat, juste, on donne le choix sur les écoles, on met les écoles en compétition, donc prenez contrôle de la formation du capital humain par les individus, et en même temps, on dit qu'il n'y aura pas de barrière au travail, il n'y aura pas de réglementation, pas d'occupational licensing. À quel point tu penses qu'en une génération, tout ce qui reste comme écart, combien de temps ça prendrait pour que tous les écarts qui restent, en fait, pas tous les écarts, disons que les écarts se réduisent? Je pense qu'elles peuvent être faites en une génération, justement, parce que le changement sera tellement radical que les gens seront obligés de s'adapter très vite. Et la puissance de l'être humain, c'est sa capacité d'adaptation. Où on nous met, en tant qu'être humain, on s'adapte toujours. Et on s'adapte. Souvent, tu es obligé de t'adapter très vite ou bien tu meurs. Hein. Voilà, on dit soit tu t'adaptes, soit tu meurs. Donc, je pense qu'en une génération, c'est vraiment possible. Mais c'est surtout conditionner le mental des gens. C'est-à-dire, il n'y a pas plus difficile que l'éducation mentale. C'est-à-dire, conditionner les gens de penser d'une autre façon. Parce que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de bien, mais il faut que les gens le veuillent. Et si les gens ne le veulent pas, vous êtes obligé justement donc de les forcer à aller vers ça.
Et c'est ce qu'on avait vu justement dans le cas des Noirs après après la guerre civile. Les Noirs étaient forcés de faire l'entrepreneuriat parce qu'ils n'avaient pas le choix. Et moi, je pense que c'est tant mieux, même si en tant que libertaire, la force, en général, n'est pas une bonne chose. Mais dans certains cas, c'était nécessaire parce que quand les Noirs étaient forcés de faire l'entrepreneuriat puisqu'ils n'avaient pas le choix, ben, ils se sont organisés. On a vu les résultats. Les résultats étaient nettement supérieurs à ce que nous avons aujourd'hui. C'est clair. Donc, donc, la question que vous avez posée, c'est un peu comme littéralement forcer les gens à aller vers l'entrepreneuriat parce qu'il n'y a pas de, il y a que des déréglementations dont les gens n'auront pas le choix. Les écoles sont en train de compétir. Ça veut dire que les écoles avant qui étaient monopolisées seront obligées maintenant d'augmenter leur productivité. Il n'y aura plus de laxisme parce que les étudiants qui sont donc des clients ou des consommateurs auront le choix de choisir où ils veulent aller. Si vous voulez retenir ces consommateurs-là, ben vous êtes obligé de faire du bon marketing, d'améliorer la qualité du service, et etc. Donc, moi, je pense que c'est littéralement possible. Mais la question de savoir, est-ce que les gouvernements voudront le faire? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Les gouvernements, ils ne peuvent pas donner. Oh, jamais. Jamais de la vie. Ils ne vont jamais donner cette opportunité-là. Mais la raison que je demandais, c'était vraiment parce que je voulais voir, je voulais en même temps pour les auditeurs faire souligner que puis je savais un peu ta réponse. Pour vrai, je ne cacherais pas que j'avais une idée d'où est-ce que la réponse allait aller. C'est à quel point, puis ça, c'est une chose qu'il faut réitérer parce qu'on a quand même eu la discussion avec André Pratt. Puis le fait que c'est quoi du libéralisme? Bien, le libéralisme, c'est de croire que tous les individus ont un potentiel incroyable. Puis tout ce que tu as besoin de faire, c'est de les traiter également. Puis ça ne va pas prendre longtemps pour voir des progrès phénoménaux être réalisés. Puis c'est quand même assez sidérant que ce qu'on dit ici, ce qui me fait fâcher, c'est que l'histoire économique américaine est tellement, par son atrocité d'une certaine manière, mais aussi par son exceptionnalité, nous montre à quel point le progrès est possible par des individus dans un environnement même un peu permissif. Juste un peu permissif, c'est suffisant pour créer des progrès incroyables. Imagine si on était encore plus permissif, si on n'avait pas eu... Parce que le passé de 10% du revenu des Blancs à 40%, alors que la ségrégation, alors que des écoles sont monopolisées, alors qu'il y a de l'hostilité institutionnelle, puis malgré ça, il y a des progrès relatifs. Hey, c'est quand même assez impressionnant. Imagine-toi si l'État avait été vraiment un État dans ce qui pourrait rentrer dans la catégorisation de libéral. Combien de temps ça aurait pris pour que tous les écarts soient éliminés puis que les gens remarquent même plus, qu'ils se rappellent juste de ça comme un mauvais moment du passé américain et non pas comme un thème endurant et persistant. C'est incroyable, pareil, hein, comme justement les progrès dont tu parles. Tu sais, je veux dire, aujourd'hui, un noir américain peut se ramasser directeur de Harvard en n'ayant aucune compétence pour l'être et en étant un être humain absolument abominable. Et quand on te fout à la porte, il y a des gens qui vont prendre ta défense en disant, ben là, quand même, on le sait qu'elle est antisémite, puis elle n'a pas de compétences pour être là, mais quand même... On passe au Patreon, là, parce que là, je suis en tabarnak. Arrêtez de vous attaquer à elle, là, vous n'avez pas le droit d'attaquer une femme de couleur. Hey, ce qu'elle a fait, elle, là, je m'excuse, mais on va le dire, là, puis on pourra... ceux qui veulent payer pour Patreon... On est dans le Patreon. On est dans le Patreon, OK. Il y a deux personnes là, qu'il faut qu'on sache c'est qui. Il y en a un que j'oublie son nom exactement, mais l'autre, c'est Roland Fryer. Roland Fryer, c'était un gars qui a été élevé par... C'était un noir du Texas, élevé, sa mère est monoparentale, était tout seul avec lui, puis lui, il était devenu un des meilleurs économistes de la profession en l'espace de comme 20 ans. Il produisait comme un hostie de malade, puis c'était incroyable. Mais il disait des choses que des gens de gauche n'aiment pas. Notamment, une des choses, c'était les Noirs se font plus souvent intercepter par la police, mais lorsque violence est utilisée, c'est aussi violent que pour un Blanc. C'était choquant, mais il l'avait fait avec des tests statistiques, puis c'est ça que les données disaient. Puis ça a été sujet à débat de d'autres économistes. Est-ce que c'est vraiment la même proportion? Il y avait ça, mais ça avait fait fâcher du monde. Mais l'autre chose qu'il avait fait, c'est qu'il avait dit les écoles publiques sont juste pas bonnes, mais dès que tu donnes des incitations à la motivation ou au travail fort, industriousness en anglais,
tous les écarts de performance entre les Noirs et les Blancs disparaissent. Puis c'est là qu'il disait, ben, c'est pas vrai que la culture est si inélastique que ça. Puis il parlait vraiment de trucs comme quasi-vouchers. Puis à un moment donné, il y a eu... il était très, très friendly, très informel. Puis Mais tu peux m'expliquer le lien avec la directrice d'Harvard? Je suis pas là. J'y vais parce qu'à un moment donné, toutes les choses qu'il disait faisaient déplaisir à des gens de gauche. Un jour, il y a une accusation qui est déposée contre lui d'impropriété au bureau. OK. Il y a un comité. Le comité dépose une recommandation d'un training, puis c'est tout. Un peu à la Peterson, là, d'une rééducation. Non, même pas. C'était juste, écoute, tu es dans un milieu professionnel. Okay. Tu peux pas, parler comme ça. C'était pas inadéquat ce que tu as fait, c'était juste... C'était pas la bonne manière de faire. Le comité fait juste une recommandation d'une sentence. C'est même pas une sentence, là, c'est juste fait un training en ligne d'1 heure. C'était carrément juste ça qui était demandé. Et en fait, il y avait eu comme 35 accusations contre lui, contre un employé qui était fâché. Finalement, le comité il a dit qu'il y en a juste 6 qui ont un fondement. Mais c'était genre des affaires comme quoi qui disaient je m'emmerde, j'ai envie d'avoir du sexe. Mais il parlait genre d'avoir du sexe avec sa femme à lui. Tu sais, genre, c'est comme une discussion de taverne au bureau. OK? Okay. Inapproprié, mais pas, tu sais, rien dans... Pas d'harcèlement. C'était pas du harcèlement. Claudine Gay intervient, se sert de la plainte pour le faire suspendre pendant 2 ans, fermer son laboratoire, a fait envoyer quelqu'un pour fermer le laboratoire en l'espace de 24 heures, parce qu'il y avait un truc qui s'appelait Ed Labs ou EdWorks Lab, quelque chose comme ça, mais c'était des trucs sur des réformes market en éducation. Elle a tout fait pour que Harvard, parce que lui était prof à Harvard, elle a tout fait pour bloquer son travail. En gros, là, elle s'est servie de son pouvoir dans l'institution pour y fermer la trappe. Puis elle a utilisé la première occasion qu'elle avait pour ça. Puis elle a fait ça pour plusieurs personnes. Elle utilisait, dès que tu avais un faux pas, là, elle les pognait. Puis elle, ce qu'elle a fait, là, c'est des épurations idéologiques de l'université. Les affaires de plagiat qu'elle a faites, ses visions atroces sur c'est quoi free speech, c'est rien comparé à l'attitude qu'elle avait sur le campus à l'égard des gens qui disaient des choses qu'elle n'aimait pas.